dans le contexte où il faut aller ensemble. Est-ce que l'avènement de l'AES, c'est le début de la désagrégation de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO va se disloquer? Bon, dislocation, peut-être c'est un mot fort, Oui. mais recomposition, nouvelle dynamique, nouvelle impulsion. Donc c'est une opportunité pour la CEDEAO de se réformer? Mais parce que toute crise est une opportunité. La CEDEAO a fait des erreurs graves, impardonnables. Donc là, il faut être humble, faire amende honorable et aller vers une CEDEAO des peuples, aller vers en tout cas un vrai panafricanisme des peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je l'ai rappelé, il y a le péché original de la CEDEAO. C'est d'abord l'intégration économique et ultimement on dit on aura l'intégration politique. Il faut d'abord l'intégration politique. Et les pays de l'AES ont compris cela, intégration politique, militaire et petit à petit économique, monétaire, etc. Donc c'est ça qu'il faudrait. Donc il ne faut pas qu'il y ait des guerres entre les pays africains sous la dictée de puissances étrangères. Et dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait des guerres, etc. Donc il y a une opportunité de recomposition. Pourquoi? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Les pays de l'AES sont des pays enclavés. Et donc, ils font face aux défis de certains pays pauvres, enclavés, c'est-à-dire que leurs coûts de transport sont beaucoup plus élevés comparés aux autres. Et donc, ces pays ont besoin d'un accès à la mer. Et donc, ce n'est pas des barrières douanières, non douanières, etc. qui vont faire l'affaire. On a besoin d'un cadre d'intégration. Mais en même temps, nous ne devons pas surestimer l'intégration que nous avons jusque-là. Parce que l'intégration dans le cadre de la CEDEAO est très faible. Les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO, c'est 10% si on arrondit du total, en tout cas du commerce extérieur des pays membres. C'est même moins que l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, ou l'Union économique monétaire ouest-africaine. Parce que nous avons tous des économies extraverties. Le Niger exporte son uranium ailleurs qu'en Afrique. Le Burkina Faso, le Mali exporte coton et or vers la Suisse, vers l'Afrique du Sud, selon les destinations officielles qu'on voit dans les sources statistiques, etc. Les importations de biens, d'équipements, d'armes ne viennent pas du continent. Et donc ça veut dire que nous avons la nécessité, nous Africains, de nous industrialiser, de développer nos marchés intérieurs, etc. Mais ça suppose déjà que nous soyons plus solidaires entre nous et que nous ayons aussi une bonne approche économique. Mais malheureusement, l'approche économique qui prévaut même au sein de la CEDEAO, c'est une approche néolibérale, tout comme dans l'UEMOA. Et donc le problème, ce n'est pas seulement de sortir de la CEDEAO ou de sortir de l'UEMOA, mais c'est de sortir du paradigme néolibéral d'une certaine manière pour avoir un modèle économique qui permette de créer la prospérité pour les populations et d'élargir les marchés intérieurs. Alors, Ndongo Samba Sylla, l'un des projets phares des États de l'Alliance, c'est la création d'une monnaie. Pour vous, en tant qu'économiste, est-ce que ce projet-là est viable? Bon, il faut déjà dire, hein, comme j'ai pu le rappeler dans le cadre des coups d'État, il y a des problèmes qui sont spécifiques aux francophones d'Afrique, qui ne se posent pas ailleurs. Presque tous les pays du monde ont leur propre monnaie nationale et ça ne pose pas de problème. Avoir une monnaie, c'est comme avoir un système fiscal. Ce n'est pas là où ça se joue. Ça dépend de ce que vous faites de cet instrument. Je vais vous donner une statistique. En 2020-2021, j'avais coordonné un numéro spécial sur l'intégration régionale en Afrique, l'intégration monétaire régionale. J'ai fait un article qui s'appelle « L'Afrique a-t-elle besoin d'un euro tropical ?» Dans cet article, j'avais calculé la part de la population mondiale qui vit dans une union monétaire. Vous savez, les unions monétaires sont des créations coloniales. L'apogée des unions monétaires, c'était pendant la période coloniale. Vous avez la bloc sterling, la zone franc, zone escudo, zone monétaire belge, zone rand, etc. Avec la décolonisation, tous les pays ont décidé de battre monnaie. En Afrique, à part les 14 pays CFA, tous les autres ont leur propre monnaie. On est 54 pays, plus la République arabe sahraouie démocratique qui en fait 55, mais qui est sous domination, sous coloniale. Et donc, nous avons que 14 pays, plus les Comores, qui sont toujours dans des unions monétaires, en tout cas contrôlées par la France. Tous les autres ont leur propre monnaie, avec des fortunes diverses. Et donc, ce n'est pas là où ça se joue. À l'échelle du monde, il n'y a que 7% de la population mondiale, à l'époque quand j'avais calculé, qui est dans une zone monétaire, union monétaire. Donc, vous avez les deux blocs CFA, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'union monétaire des Caraïbes orientales, qui a été créée pendant la période coloniale, et la zone euro. Il n'y a que ça que vous avez. Tous les autres,
avec des fortunes diverses, ont leur propre monnaie. Et je donnerai un autre exemple. Vous prenez les Seychelles, 100 000 habitants. Les Seychelles ont leur propre monnaie, propre banque centrale, et leur monnaie n'est fixée ni à l'euro, ni au dollar. Mais par contre, en Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA et la zone CEMAC, pays CFA en Afrique centrale, leur population c'est 200 millions. Et leurs économistes en majorité, leurs financiers, leurs chefs d'État, tout le monde dit que sans le trésor français, ils ne peuvent pas gérer une monnaie. Parce qu'au fond, tout ce qu'ils disent sur le CFA revient à ça. C'est-à-dire que nous, sans le trésor français, on ne peut pas gérer une monnaie. Ils sont 200 millions. Alors que les Seychelles, avec 100 000 habitants, parviennent à gérer leur propre monnaie, leur banque centrale a les taux directeurs parmi les plus faibles au monde, et c'est un pays qui marche bien. Donc ça veut dire que c'est un faux problème qu'on pose. En termes de viabilité? Oui, mais c'est-à-dire que parler de viabilité de la monnaie, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est la viabilité d'un État. Si l'État lui-même n'est pas viable, la monnaie ne sera pas viable. Parce que c'est ce qui rend viable votre monnaie, c'est ce qui rend viable vos États. Si vous avez les ressources pour cela, si vous avez la capacité à les gérer, c'est possible. Les 14 pays qui utilisent le CFA ont dit que nous ne sommes pas viables sans le trésor français. C'est pourquoi ils utilisent une monnaie contrôlée par le trésor français. Mais les pays de l'AES ont les ressources pour gérer leur propre monnaie. Si les Seychelles avec 100 000 habitants peuvent le faire, pourquoi pas plus de 70 millions d'habitants qui ont le coton, qui ont l'or, qui ont l'uranium, qui ont des hydrocarbures et qui ont un potentiel agricole réel. Dans leur projet de construction d'un ensemble, est-ce qu'il y a des erreurs qu'il leur faut éviter absolument? Oui, on peut toujours apprendre de l'histoire. Vous savez, ce n'est pas la première fois que des États africains veulent s'unir en dehors des cadres posés par, disons, les ex-puissances coloniales. Samir Amin lui-même, qui a été conseiller de Modibo Keïta, du président malien Modibo Keïta, avait été envoyé par Modibo Keïta pour aller voir Sékou Touré en Guinée et Kwame Nkrumah, pour avoir justement ce que l'AES voudrait faire, c'est-à-dire un projet d'intégration économique et d'une certaine manière comment échanger entre eux sans passer par exemple par les devises dominantes, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti parce qu'à l'époque, bon, on craignait les dirigeants progressistes. Donc Sékou Touré est resté en place, mais Modibo Keïta a été renversé, tout comme Kwame Nkrumah. Mais ça a existé. Et à la fin des années 60 également, le même Samir Amin, il avait proposé un rapport, en tout cas à la demande du président Niger Amadou Dioré, pour dire comment sortir du CFA d'une manière qui préserve certains acquis de l'intégration. Et Samir Amin avait proposé un système de monnaie nationale solidaire à l'époque. Et donc, voilà. Mais Senghor et Houphouët-Boigny ont dit Samir Amin est anti-français, ce qui est parlé de par son père et français de par sa mère. Il dit ah non, non, Samir anti-français, nous ne le sommes pas. Donc il faut rejeter le rapport de Samir Amin. Et ce que Samir Amin avait dit, il y avait un professeur canadien, Rodrigue Tremblay, qui avait fait la même. C'est-à-dire que quand on nous parle d'alternatives au CFA, etc., ces choses existent. Samir Amin, après il y a eu Mamadou Diarra, directeur de l'Office national d'échange au Sénégal, et même Joseph Jean Pouemi. Donc ça veut dire ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est l'instrument et la créature légale d'un État. Une monnaie ne saurait se concevoir sans son État. Parce que la monnaie, c'est l'instrument que l'État utilise pour s'approvisionner en ressources. C'est pourquoi un État ne peut pas être souverain s'il ne dispose pas de sa monnaie. Mais là, dans le contexte dans lequel les pays du Sahel sont, peut-être que politiquement, d'un point de vue stratégique, s'ils sortent ensemble, ont une monnaie unique, ça les renforcerait davantage. Mais il faudra que la monnaie soit gérée d'une manière qui leur donne de la flexibilité. Parce que l'un des problèmes du franc CFA, ce n'est pas seulement qu'il soit contrôlé par le Trésor français, mais il n'y a pas de coordination optimale entre les trésors nationaux et la Banque centrale. Donc la Banque centrale doit être un instrument de développement. Mais les banques centrales modernes à l'ère du néolibéral, ce sont des agents de la finance globale. Ce ne sont pas des agents de développement. Donc il faudrait avoir une banque centrale agent de développement qui coopère avec le Trésor. C'est-à-dire qu'il faut progressivement aller dans une dynamique de fédéralisme budgétaire. Vous savez, la zone euro a été créée d'une certaine manière en partant de cette erreur-là. Et cette erreur, elle était comprise par les architectes de la zone euro elle-même. Vous savez, à l'époque, ils avaient fait un rapport, disons,
à la fin des années 70 pour dire est-ce qu'il peut y avoir une monnaie européenne. Et le rapport disait, en fait, il ne peut pas y avoir, ce ne serait pas optimal. Pourquoi? Parce que les pays ont des niveaux de développement différents, ont des cycles différents, etc. Et donc, ça ne peut pas marcher s'ils ont juste le pilier monétaire en commun. Il faudrait qu'il y ait le pilier fiscal, c'est-à-dire un trésor fédéral, pour avoir le pilier fiscal et le pilier monétaire au même niveau communautaire. Et donc, les Français ont dit non, 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 nous ne voulons pas de l'intégration fiscale, nous voulons garder nos pouvoirs fiscaux au niveau national. Les Allemands ont dit non. Et donc, il y a eu cette thèse qu'ils ont appelée Falling Forward. Falling Forward, ça veut dire quoi? Nous savons que nous sommes partis sur une union monétaire bancale qui fonctionne avec un seul pied, le pilier monétaire. Donc, nous allons tomber. Mais quand nous allons tomber, nous allons nous relever avec l'État fédéral. Et donc, il y a des pays qui sont vraiment tombés dans le gouffre, comme la Grèce, etc. Oui. Parce que quand vous êtes dans une union monétaire, vous n'avez pas de souveraineté, ni monétaire, ni budgétaire, ni financière. Vous ne contrôlez pas votre propre politique. C'est pourquoi il est important d'avoir une gestion, en tout cas optimale, de la monnaie. C'est-à-dire, la Banque centrale doit être toujours en interaction avec les trésors pour aller vers une dynamique fédérale. Parce que c'est dans ce contexte que la monnaie unique a un sens. Et aussi, gérer la monnaie pour, en tout cas, rompre avec le modèle extraverti. Parce que s'il s'agit toujours de mettre en place ce modèle extraverti, dans ce cas, mieux vaut ne pas sortir du CFA. Parce que si vous voulez une économie extravertie, il faut rester dans le CFA. Mais rester dans le CFA, c'est rester dans le sous-développement. Et donc, ce qui est important, parce que parfois les gens essayent de faire peur aux gens en leur disant « mais si vous sortez, ce sera la catastrophe, etc. » Mais il y a beaucoup de pays qui sont sortis de la zone franc. Il y a eu le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Vietnam. Tous ces pays se portent mieux que ceux qui sont dans la zone CFA. Le pays le plus riche dans la zone CFA, en tout cas en termes de PIB, de poids, c'est la Côte d'Ivoire. Le meilleur niveau de revenu réel par habitant, si on regarde les données de la Banque mondiale, c'est la Côte d'Ivoire. En fait, en Côte d'Ivoire, c'est 1978 et c'est le pays le plus riche. Vous prenez les pays de l'UEMOA, la catégorie des pays les moins avancés a été créée dans les années 70. Ils sont tous entrés dans la catégorie des pays les moins avancés en 70, sauf la Côte d'Ivoire, dont on a vu que bon, le meilleur niveau de revenu par habitant c'est en 1968. Mais les 7 autres n'en sont pas sortis depuis lors. Le Sénégal est rentré dans les pays les moins avancés en 2000 et n'en est pas sorti. Donc avec le CFA, vous ne donnez aucune option de développement. Mais avoir sa propre monnaie ou une monnaie unique, ce n'est pas une panacée. Ce qui compte, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout les pays ont leur propre monnaie, ne sont pas développés. C'est le modèle économique qu'il faut voir. Et donc il ne faut pas qu'on essaie de faire peur aux gens. Et parfois on dit, ah mais si vous sortez, vous n'avez plus les financements du marché des financiers de l'UEMOA. Ça, voilà, c'est de rien comprendre à la monnaie. Parce que quand on est souverain sur le plan monétaire, on n'a pas de contraintes financières dans sa propre monnaie. Et parfois même, voilà, les gens pensent que les taxes financent les impôts. Non, quand vous avez votre propre souveraineté monétaire, les taxes jouent des rôles importants, mais n'ont pas un rôle de financement. Et donc, ces pays-ci sortés n'ont pas besoin du marché financier de l'UEMOA. Pas du tout. Et donc, ça veut dire que même techniquement, ça ne pose pas de contraintes particulières pour créer cette monnaie? Non, pas du tout. Et légalement, c'est prévu. Je pense que l'article 36 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, le prévoit. Tout pays qui va sortir, au bout de 6 mois, peut sortir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en Afrique francophone, nous avons un problème monétaire parce que nous utilisons une monnaie coloniale. Mais la monnaie en elle-même, ce n'est qu'un instrument. Et donc, ce qui est le plus important, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout à travers le monde, les pays ont leur propre monnaie et tous ne sont pas développés. Le Ghana a des problèmes. Et donc, parfois, ceux qui sont pour le CFA, ils disent, ah, mais regardez, le Ghana, ça ne marche pas. Mais est-ce que le Ghana utilise sa monnaie comme il faudrait? Mais non. Le grand Tidjane Pouémy, en 1980, quand il publie son livre sur la servitude monétaire, il montre clairement que beaucoup de pays africains font un usage très critiquable de la monnaie à l'époque. Donc, ce n'est pas parce que vous avez votre monnaie que ça vous développe. Donc, c'est le modèle économique qui est important. C'est comme si vous avez un système fiscal et vous croyez qu'avec le système fiscal, ça va vous rendre développé. Non, c'est l'articulation économique, c'est surtout ça. Très bien, donc c'est une question de gestion, d'articulation économique, comme vous le dites.